Bah, allons-y. Donc, je reprends pour ceux qui n'étaient pas là, qui viennent de rentrer, John et les autres, tout ça. Donc, Ludovic de la Romerie de Chamarel. Je vais passer un petit moment à vous expliquer un petit peu la Romerie, bah, quoi est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on a commencé et tout. Donc, moi, Ludovic, ça fait 5 ans que je suis à la Romerie maintenant. Je viens de fêter mes 5 ans le 1er avril en confinement. Et bah, l'histoire avec Chamarel, ça a commencé il y a bien longtemps, ça a commencé au début. Déjà en 2008, quand la distillerie a ouvert ses portes, j'étais déjà là, j'étais dans le restaurant. Je faisais la formation pour les gars dans la restauration. En 2008, quand la distillerie a ouvert ses portes, j'ai fait la formation avec les gars pendant 3 4 mois. Ensuite, je suis retourné à l'hôtellerie. Et en 2015, après le départ de leur ambassadeur, donc c'est moi qui ai repris un petit peu les rênes pour m'occuper un petit peu de la représentation au niveau des hôtels, au niveau des restaurants, bars et accessoirement au fil des années, les salons et autres. Donc voilà un petit peu. Donc Chamarel, c'est une histoire qui a commencé en 2008. La distillerie a ouvert ses portes. Tout a été fait, je veux dire, a été construit parce qu'à la base, la propriété plantait déjà de la canne, mais c'était destiné à faire de la canne, à être envoyé dans les usines pour faire du sucre. En 2008, donc on a décidé d'ouvrir la distillerie. En 2007 plutôt, on a commencé les travaux et en 2008, on a ouvert nos activités, on a commencé nos activités. Euh, on s'est donné comme cheval de bataille dès le départ à faire du rhum de qualité, c'est-à-dire des rhums pur jus, à vraiment mettre l'accent sur vraiment des rhums de qualité pour le public, pour les passionnés. Donc on a commencé, on s'est entouré un petit peu avec les gens du métier qui avaient un petit peu plus de savoir-faire que nous. Donc là, ça nous a permis d'avoir une bonne base pour commencer. Euh, donc on a acheté les machines, c'est-à-dire les moulins, les alambics et la colonne. On les a achetés secondement. Elles viennent d'Allemagne. Euh, Ensuite, bah, on a commencé petit, on faisait du rhum blanc, distillation en colonne, colonne bardée, tout simplement. Et ensuite, avec les alambics, bah, on a décidé de faire de la double distillation. Double distillation, comme ça se fait dans le Charentais, à Cognac, parce qu'on trouvait que ça nous apportait une certaine complexité, des arômes beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus à notre goût, parce que c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus développé, tant qu'au niveau du nez et en bouche, les saveurs et les arômes. Donc voilà un petit peu pour les débuts. Ensuite, de fil en aiguille, d'année en année, on a un petit peu diversifié notre gamme. Aujourd'hui, Chamarel, la base, c'est les rhums blancs. On s'attelle à faire des bons rhums blancs, qui va être la base pour ce qui va suivre après, les rhums ambrés, avec le Gold, ou un peu plus vieux avec le VS, VSEP et XO. Après, tout dernièrement, ça remonte à 2 3 ans, on a commencé à faire des finishes aussi. Donc, c'est-à-dire un vieux, en l'occurrence notre XO, qui a été repassé en fûts, différents fûts. Ça peut être des fûts de Sauternes, des fûts de Moscatel, des fûts de whisky, de Pedro Jiménez ou de cognac. D'accord. Je vais vous en parler un petit peu plus longuement, c'est juste une intro pour voir. Alors, je commence avec ça, vous expliquer un petit peu le terroir aussi. Après, on prendra les questions après. Je reviendrai aux questions après s'il y en a, si je vois dans les commentaires. Donc, euh, pour savoir, Chamarel, notre location, je veux dire géographiquement, on est situé dans le sud-ouest de l'île Maurice. L'île Maurice, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans l'océan Indien. Euh, de l'autre côté, pas vers la Martinique et la Guadeloupe, c'est vers l'autre côté, l'océan Indien, à côté de l'île de la Réunion. Donc l'île Maurice, toute petite île, 1 million
100 à 200 000 habitants, tranquille. Ex-colonie française, ex-colonie anglaise. Donc c'est pour ça qu'à l'île Maurice on parle l'anglais et aussi bien que le français. L'île a été découverte par les Hollandais, premier. Non, les Arabes, je dis. Les Arabes qui ne sont pas restés parce qu'il n'y avait rien d'intéressant. Ensuite, les Hollandais, par défaut, ils ont fait naufrage, donc ils ont investi l'île, ils ont développé. C'est eux à la base qui ont introduit la canne à sucre à l'île Maurice. Donc après, ils sont partis, et les Français sont venus, ils ont développé l'industrie cannière avec Maël de la Bourdonnais. Et après la période française, il y a eu les Anglais qui se sont installés. Ils ont continué à perpétuer cette tradition de faire du sucre jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, l'île est indépendante, république, indépendante depuis 68, république depuis 92. Et aujourd'hui, c'est un peu différent parce que les Roms, comme on le fait, a subi un changement majeur à partir des années 2000. C'est-à-dire qu'avant les années 2000, l'île Maurice, comme mon confrère l'a dit, Dean, on faisait beaucoup de rhum, mais c'était plus des cane spirits, c'était plus des alcools, du rhum de base. Et ce n'est qu'en 2000, à partir des années 2000, 2004, 2006 même, qu'on a eu vraiment les autorisations à faire du rhum avec du pur jus de canne. Donc ça c'est un petit peu pour l'historique. Chamarel, revenons à Chamarel. Donc en 2008, nous on s'est implanté, on ne s'est pas implanté, il était déjà là la propriété. En 2008, on décide de faire du rhum. Donc on va utiliser uniquement la canne qui vient de notre propriété, nos parcelles à nous. Donc tout est à Chamarel, on a 400 hectares, la propriété fait 400 hectares, tout n'est pas cultivé en canne à sucre, on a 90 hectares qui sont plantés en canne. On va utiliser uniquement les cannes qui viennent de notre propriété pour faire nos rhums. Voilà. Ça peut venir dans les questions tout à l'heure, mais voilà, nous exploitons uniquement la canne qui vient de nos parcelles, qui vient de notre propriété. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur le microclimat? Il est assez particulier à Chamarel. On est à 300 mètres d'altitude, on est en pleine montagne, donc entouré des montagnes. On a une superbe vallée. Ceux qui sont déjà venus, ils vous confirmeront, la vue est vraiment belle et vraiment magnifique. Le domaine aussi, on est vraiment niché au milieu d'une vallée splendide, superbe, très nature, très sauvage, qui a à peine été touchée. Donc voilà, on a la chance d'être loti dans cette belle vallée. Donc après, nous, qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur le microclimat? Quel type de canne? Oui, ben, j'arrive. Je savais que tu allais me poser cette question-là, Benoît, au niveau des cannes mauriciennes. Alors, à Chamarel, on a choisi trois variétés de cannes pour être plantées sur la propriété. Malheureusement, c'est pas c'est comme ça. C'est pas des variétés mauriciennes, c'est pas des variétés indigènes. C'est des R. Les trois R, on a la R570, R573 et R579. 579, 73 et 70. La mauve, la rouge et la jaune. Pourquoi on a choisi ces variétés-là? Parce qu'elles se prêtent idéalement à notre microclimat. C'est-à-dire qu'à Chamarel, il fait très chaud pendant la journée. Comme on est assez haut en altitude, 300, pour l'île c'est assez haut, donc on a un ensoleillement vraiment idéal. Ensuite, le soir, les températures, elles chutent vraiment, ça peut vraiment descendre, donc qui est très bien pour la canne. Et c'est ce qui fait que ces variétés-là, ces trois variétés-là, elles poussent vraiment très bien dans notre région avec le microclimat qu'on a à Chamarel. D'accord? Donc trois variétés, pourquoi? Parce que la période de récolte, ici comme on appelle la coupe, elle va durer 6 mois. La coupe, elle commence à partir à... Je t'en prie Benoît.
La coupe, elle va commencer à partir de fin juillet jusqu'à décembre. Donc pendant ces 6 mois on va travailler la canne pour extraire le jus, faire les fermentations, la distillation et le rhum. Donc ça nous permet d'avoir une constante au niveau des jus qu'on va avoir. C'est très important pour nous la qualité de jus qu'on va avoir parce que après pour les fermentations, après pour travailler le produit, c'est très important. Donc chaque variété de canne va arriver à maturité pendant ces 3 mois à une période très précise et donc il va nous permettre de garder un niveau de jus de qualité. D'accord. Le fait que le rhum à base de pur jus de canne, mais vous n'avez pas tenté de travailler à la mélasse. Non, on n'a pas tenté de travailler avec de la mélasse parce que voilà, nous on voulait faire avec ce qu'on avait sur la plantation et notamment c'est la canne tout simplement. On n'a pas eu l'idée d'aller faire du sucre et de récupérer de la mélasse et après de faire le rhum parce que ça demanderait une autre technicité qu'on n'a pas aujourd'hui et qu'on n'a pas trop aussi envie de se compliquer la vie quoi. Nous c'est très simple, on a une très bonne variété de cannes, les jus sont voilà, on maîtrise aujourd'hui nos plantations à 100%. Il faut savoir aussi qu'on n'arrose pas nos plantations. On n'a jamais arrosé, on n'a pas investi dans le plus petit arrosoir pour la canne, je veux dire. Les jardins, oui, on les arrose, mais pas la canne. Pourquoi? Parce que ce microclimat justement qu'on a à Chamarel fait que c'est assez particulier. On a en période de pluie, on a suffisamment de pluie. Comme les plantations sont en pente, donc l'excédent de pluie, elle va partir automatiquement. Elle ne va pas rester dans les champs. Donc la canne va prendre uniquement ce qu'elle a besoin en eau. L'excédent va être évacué. L'ensoleillement pendant la journée va faire que ça va autoréguler le taux de sucre qu'il y aura dans la canne. Et après, il suffit de couper pour ramasser la canne quand elle est mûre, quoi. Donc il faut savoir aussi qu'on est encore l'une des dernières propriétés à faire la récolte à la main. C'est-à-dire qu'on n'a pas de machine pour faire la récolte, nous, on ne peut pas, parce que voilà, on est en pente. La machine serait à la renverse si on le faisait ça. Il y a toujours des hommes et des femmes qui vont dans les champs pendant la période de coupe pour faire la récolte. Chapeau bas à ces hommes-là et ces femmes-là, parce que c'est pas un travail aussi facile. J'ai eu la chance d'y aller une fois pour les voir le matin. Je peux vous dire que il faut avoir du courage et il faut avoir des gros bras pour le faire parce que c'est pas évident. Monter en pente comme ça, couper la canne, la ramener au bord de la route pour qu'elle soit acheminée par petit tracteur à la distillerie, il faut du courage. Donc chapeau à ces hommes et à ces femmes qui font un travail super. Et aussi longtemps que nous, on continuera à planter de la canne, ils seront là. On espère que la génération va reprendre aussi. Voilà, dans les plantations, oui. Alors, on pourrait prétendre à l'appellation bio. On en a souvent parlé avec Olivier, mais aujourd'hui, non, on n'est pas bio. Pourquoi? Parce que ça demanderait pas mal de choses de paperasse déjà. Peut-être paperasserie à remplir, de suivi et autre chose. Aujourd'hui, on est bio. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas de choses chimiques ou d'engrais chimiques ou quoi que ce soit dans la culture de la canne. Tout est fait au naturel, c'est-à-dire on va re-ensemencer, on va régénérer la terre, on va essayer de ne pas trop l'user la terre, on va faire une agriculture qu'on appelle raisonnée, donc c'est-à-dire on va utiliser des parcelles pendant un certain nombre de temps, on va les laisser reposer pendant un certain nombre de temps, ensuite on va y revenir. Donc coucou Solveig. Les finishes, j'en parlerai un petit peu après en fin, qu'est-ce qu'on aura comme finish. Donc pour en revenir à la plantation, donc on fait ce qu'on appelle une agriculture raisonnée, c'est-à-dire qu'on exploite les plantations en que du naturel, c'est-à-dire du fumier naturel, pas de chimique, rien de tout ça. Donc voilà un petit peu comment on travaille les champs. Pendant la récolte, ce qui est primordial pour nous, c'est bien sûr la canne. On fait de sorte à ce qu'elle soit coupée le matin
est acheminée dans la journée, 9h-10h en grand max, elle est à la distillerie pour commencer l'extraction, pour récupérer le jus, du moins faire l'extraction et récupérer le jus et commencer la fermentation. C'est très important pour nous parce que ça nous permet d'avoir une qualité de jus frais, vraiment le plus pur possible. Très important pour nous d'avoir ce jus frais pour commencer, pour le suivre, son évolution, la fermentation. Euh, une fois la canne pressée, donc on va commencer à la fermentation le même jour. C'est-à-dire celle qui est pressée le lundi, elle va commencer la fermentation lundi, après 36-48 heures, selon le taux de Brix ou le taux de sucre qui aura. On va faire des mesures, on a un petit laboratoire, on va mesurer combien de sucre il y a dans le jus pour pouvoir l'ensemencer. Salut au tard. On va mesurer combien de levure est-ce qu'on aura besoin d'ajouter pour démarrer la fermentation ou ça va se faire naturellement. La fermentation elle prendra 36 à 48 heures. Après ça, après la fermentation, le vin de canne étant prêt, on va le laisser reposer. Une fois le repos, ça peut prendre une journée, voire deux. Une fois le repos fait, on va commencer à faire la distillation. Alors, si vous avez des questions avant que je passe à autre chose, fermentation ou autre, n'hésitez pas. Juste un truc que je voulais vous souligner avant qu'on me la demande. Voilà, fermentation. Voilà. Donc, l'extraction, juste je voulais repasser, elle se fait en 3 fois. C'est-à-dire qu'il y aura 3 presses, parce qu'on a 3 moulins pour extraire le maximum de jus possible. La filtration aussi, elle va se faire en 3 étapes pour qu'on ait un jus le plus pur possible, le plus neutre possible, sans dépôt et sans impureté, quoi. Voilà, avant la fermentation. Fermentation, on va faire des fermentations une fermentation par cuve mère, c'est-à-dire que on va faire un premier ensemencement dans une cuve, notamment le lundi, comme on le fait à chaque fois. Et à partir de cette cuve mère, ça va être utilisé pour ensemencer les autres cuves, les autres jours qui vont suivre, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Le samedi, on ne fait pas d'extraction. On laisse au repos, on fait de la distillation le samedi, mais pas d'extraction le samedi, on essaie de reposer un peu la machine aussi et pas trop la pousser. Donc voilà, et lundi on recommence, même chose, la canne arrive, on fait l'extraction, le jus est là, on commence la fermentation et c'est reparti pour une semaine. Voilà un petit peu le procédé de ce qui est la coupe et la fermentation, le jus, récupération du jus et la fermentation. Passons si vous voulez bien à la distillation. Donc la distillation, nous avons 2 méthodes de distillation sur site, c'est-à-dire que on a une colonne bardée à 24 plateaux et on a 2 alambics type charentais. Donc sur la colonne, on va faire une distillation en continu et par contre sur les alambics, on va faire une distillation discontinue, c'est-à-dire par batch. D'accord. Pourquoi ce choix? Parce que, comme je l'ai dit, nous on trouvait très intéressant d'avoir les deux quand on a commencé, parce que ça nous permettait d'avoir on va dire, deux profils de rhum issus du même jus. À savoir que le même jus qui va être fermenté va être utilisé aussi bien pour faire de la simple distillation que de la double distillation. C'est juste qu'on va faire un peu plus attention par rapport à la qualité du vin de canne qu'on va obtenir. Il se peut que sur certaines parcelles, on a des parcelles extrêmement riches en sucre qui va nous donner à la fermentation beaucoup plus d'arômes, beaucoup plus d'ester ou autres. Donc on va les envoyer à faire de la double distillation ou si le jus est de bonne qualité, tout simplement on va faire de la simple distillation. Voilà. C'était juste pour la petite parenthèse, pourquoi est-ce qu'on a les deux sur site? Voilà, ça nous permet d'avoir 2 rhums blancs qui vont être utilisés après pour le vieillissement et les assemblages aussi après. Voilà.
bon, Grégory, bah, je prends note de cette question-là, je la répondrai un petit peu après, enfin, si tu le veux bien, ou tu me le rappelleras juste après. Donc voilà un petit peu pour les distillations. À savoir que la distillation dans la colonne, on ne la fait pas tourner 24 sur 24. Elle tourne du matin, on commence dès qu'on arrive, on va la mettre en marche vers 9-10 heures, 8-9, ouais, 9h, 10h on va dire. On va la mettre en marche, on va commencer à passer le vin de canne qui a été déjà reposé et on va faire tourner jusqu'à 15h, 16h, grand max. Ok, on ne pousse pas la machine. Euh, Ça nous permet de garder la machine en bon état aussi. D'accord. Pour ce qui est de la distillation en alambic, donc on fait des small batch. Les cuves, on va les remplir avec 2000 litres de jus. 2000 litres de... Non, je dis une connerie. 20 000 litres de jus. Non, c'est bien 2000 litres de jus. Et on va récupérer, après distillation, première distillation, on va récupérer 400 à 450 litres d'un premier jet qui va être une grappe. On va appeler ça comme ça, une première grappe qui va titrer entre 30 et 35% d'alcool, donc qu'on va réserver. On va prendre uniquement le cœur de cette grappe. La tête qui va sortir en premier, on ne va pas l'utiliser, on va la stocker, oui, mais on va pas la réutiliser pour faire la double distillation. Une fois qu'on a gardé la simple, le cœur de distillat, on va la réserver d'un côté et on va s'en servir pour faire une double distillation. C'est-à-dire avec le cœur qu'on a récupéré, les 400 du cœur qu'on a récupéré, la particularité de double distillation, je vais en venir. Donc le cœur de cette distillation, on va la réserver. Une fois qu'on aura 2000, on va la redistiller pour faire la double distillation, et on va récupérer encore 400 à 450 litres, et là ce sera un alcool qui va titrer entre 76 ou 74-76, et là ça va avoir des arômes qui seront très intéressants, et là ce sera une double distillation Chamarel qu'on va réserver pendant minimum 6 mois, pendant 6 mois qu'on va brasser, qu'on va réduire, et c'est uniquement après 6 mois qu'on va le mettre en bouteille ou l'utiliser pour faire des vieillissements. Alors la particularité de la double distillation, c'est que c'est un alcool qui a vraiment des arômes particuliers, ça a des arômes vraiment fins, vraiment frais. On va être beaucoup plus sur la poire, la banane caramélisée, très floral, très fruité, ce rhum, mais vraiment très fin en bouche. Nous, on le sort en bouteille à 44, qui pour certains Mauriciens est encore fort, mais moi je préfère même plus haut. Les premières qu'on faisait en 2008, ils étaient à 50. J'ai eu l'occasion d'en avoir quelques bouteilles. Franchement, ils sont vraiment excellents à plus haut degré. Mais voilà, la législation fait qu'à Maurice, on peut faire du rhum, on peut vendre du rhum jusqu'à 50 et pas plus. Donc voilà, on le faisait à 50 à nos débuts et on a dû rectifier. Aujourd'hui, il sort à 44. Pourquoi? Parce que la clientèle vraiment n'était pas vraiment habituée à boire du rhum très haut degré. 50, c'était il y a 10 ans, personne n'en buvait, personne n'en voulait, quoi. Donc aujourd'hui, on a quelques demandes de ça, mais c'est pas pour le moment. Ok, j'espère que ça répond à ta question, Solveig, par rapport à la particularité pour la double distillation. Je vais parler un petit peu de la simple distillation. La simple distillation, elle va sortir, ben voilà, c'est tout simple, c'est dans une colonne type Bardet. Donc on introduit le jus par le haut, elle va descendre par plateau, arriver tout en bas, on va la chauffer. L'évaporation va faire que la vapeur d'alcool va remonter, va retraverser à travers le jus, et on va faire des sélections. On va sortir l'alcool, la vapeur, on va la sortir à différents niveaux de plateau, et on
on va condenser et on va récupérer de l'alcool. C'est-à-dire que dans la colonne, on va séparer, déjà à la base, on va séparer la tête, le cœur et la queue de la distillation. Ok. Uniquement la tête, le cœur va être utilisé. La tête et la queue, on ne va pas l'utiliser. La tête, on va, s'il y a besoin pendant la fermentation, on va rajouter un petit peu, mais c'est très rare. Sinon, on n'utilise pas. Voilà. Comment apprécier le rhum pur jus ou mais surtout sur l'export. Alors le rhum pur jus, les Mauriciens, c'est quelque chose qui prend du temps. Pourquoi? Parce que comme Dean l'avait souligné, nous à Maurice, on consommait beaucoup le rhum, beaucoup plus du cane spirit, c'est-à-dire du rhum vraiment limite 40, même en dessous, 36, 37, qui était souvent rallongé avec du coca. Donc aujourd'hui, moi, quand je fais mes ateliers, quand je fais les présentations, il y a beaucoup de gens qui ont encore peur du pur jus. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que c'est fort, ils ne sont pas habitués avec les arômes, ils ne sont pas habitués avec les parfums qu'on peut avoir sur un pur jus, qui est très différent pour eux. Pour eux, le cane spirit, bah, ça n'a pratiquement pas d'arôme, pas de parfum, rien. Ça se coupe avec du coca, donc déjà on sent rien. Et la consommation a été beaucoup plus comme ça. Aujourd'hui, il y a un intérêt, il y a du moins une envie, parce que les gens voient que c'est différent. Euh, Pas sur le blanc particulièrement, sur le vieux, parce que ça s'approche un petit peu de ce que les Mauriciens consomment beaucoup, c'est-à-dire consommer beaucoup, je veux dire, c'est-à-dire le whisky ou les autres alcools qui sont vieillis. Donc aujourd'hui, les rhums vieux, pur jus, on va dire, ça commence à rentrer, les gens se font plaisir un petit peu avec les rhums ambrés ou les rhums vieux. Parce que bah, ils voient qu'il y a un intérêt. Euh, il y a beaucoup de gens qui viennent à Maurice, beaucoup plus que, allons dire, les touristes qui viennent à Maurice, bien, ils connaissent le rhum, pur jus, donc ils recherchent ce genre de rhum, et de ce fait, bah, les Mauriciens se disent, bah, pourquoi eux, est-ce qu'ils essaient, et pourquoi nous, on n'essaierait pas, parce que s'ils se déplacent d'aussi loin pour venir prendre le rhum, bah, c'est pas pour rien, quoi. Donc ils se mettent petit à petit au rhum pur jus, et bah, bon, voilà, le chemin a été long, mais le travail ne s'arrête pas là. Nous, on continue, je veux dire, nous, les romiers sur l'île, on continue à faire la présentation, à faire découvrir le rhum, à partager cette passion qu'on a pour le rhum, et à faire découvrir ce rhum magnifique, pur jus, aux Mauriciens. Voilà. Donc, peut-être, quelle durée de fermentation? Oui, la durée de fermentation est la même pour les deux, Vincent. C'est-à-dire qu'elle va être de 36 à 48 heures. Une fois qu'on a le vin de canne, on va la laisser reposer. Ensuite, on va décider selon le taux, la qualité de la fermentation du vin de canne qu'on aura. On va décider où on va faire de la double distillation en pote ou la colonne. Voilà, juste pour répondre un petit peu à la question. Bon, je pense que jusque-là, ça va, tout le monde, les explications, ça va. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas. Et ensuite, après la distillation, que ce soit en double, que ce soit en colonne, pour une partie, on va faire le brassage pendant 6 mois. Tous les rhums vont être brassés pendant 6 mois minimum avant d'aller ou en bouteille pour les rhums blancs ou d'aller pour les vieillissements, c'est-à-dire en fût dans nos chais. Aujourd'hui, on va dire on a deux chais. Un petit chai, si vous venez à la distillerie, vous allez voir qui est en haut, qui est juste à côté des colonnes et des alambics. Un petit chai avec lequel on avait commencé il y a 8 ans. Oui, les nouveautés, Benoît, il y en a qui étaient prévues, bon, qui sont prévues pour cette année. On va voir avec Olivier à la reprise après le confinement qu'est-ce qu'on va sortir et comment on va les sortir. Donc ça reste à voir. Là pour l'instant on suit les directives du gouvernement qui nous demandent d'être confinés, de rester chez nous.
Je sais qu'Olivier était passé à la distillerie il y a quelques jours, il me l'a dit, juste pour voir les fûts, juste pour rincer un petit peu, il avait un peu deux ou trois trucs à faire avec les fûts. Mais voilà, bah, ils dorment tranquilles, ils sont mieux lotis que nous. Espérons que les anges vont pas trop en abuser. À notre retour au chai, bah, qui nous ont laissé un peu de rhum, quoi. Voilà. Salut Mathilde. Jonathan aussi s'est connecté. Donc voilà. Le vieillissement, comme je disais, nous avons deux chais de vieillissement. Un petit chai qui se trouve juste à côté des colonnes de distillation, de la colonne de distillation et des alambics, et un autre chai qu'on a construit il y a 5 6 ans, si je ne me trompe pas, qui est beaucoup plus grand pour pouvoir faire face à la demande qui a été croissante ces dernières années. Donc voilà. Oui, vieillissement en fût. On avait commencé en fût et en foudre. C'était les premiers fûts, d'autant que je me rappelle en 2008 quand j'avais commencé, il n'y avait que des fûts et des foudres. Il y avait des foudres de 2000 litres. Alors, quand on a commencé en 2008, ils étaient tous neufs. On a fait ce choix-là de départ parce que on voulait savoir exactement quel était, allons dire, le squelette du rhum, vraiment, qu'est-ce que ça donnait dans un fût neutre. On n'a pas voulu commencer avec des fûts qui ont déjà contenu des alcools parce qu'on voulait savoir exactement l'identité d'un rhum Chamaret dans un fût neuf. C'était un pari un petit peu osé, on va dire, mais aujourd'hui, bah, c'est ce qui a fait la réputation de Chamaret, c'est qu'on vraiment on se diffère des autres rhums par rapport à un goût, des arômes qui sont propres à nous. Donc c'était des fûts neufs, des foudres neufs qu'on a fait ramener. C'était des foudres de Saint-Émilion, autant que je me rappelle, et des fûts aussi, voilà. Et depuis, on a évolué. Aujourd'hui, on travaille avec une palette de fûts et de foudres qui sont assez différents. Donc, on a des fûts neufs, on a des fûts de deuxième passe, on a des fûts de chêne français, on a des fûts de chêne américains. Neufs, fûts de chêne américain neuf. On a des fûts de cognac, des fûts de vin, et là on a fait rentrer aussi quelques fûts différents, notamment pour faire les finishes. Donc voilà un petit peu pour répondre à la question des fûts. Et après, qu'est-ce qu'il y a pour les fûts Bon, voilà un petit peu. Ouais. Donc, merci Arnaud. Content de voir que les explications ça vous plaît et que c'est assez détaillé. Bon, j'essaie de faire au mieux, hein. Alors, je vais revenir à la question de Benoît pour, pour les nouveautés avant de vous présenter un petit peu. Non, je vais peut-être faire la présentation de la gamme d'abord. Et après, je vais vous expliquer un petit peu les nouveautés qui vont sortir et qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas. D'accord. Donc Chamarel, pour commencer, quand on est sorti, on a ces deux là. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, il y a l'étiquette argentée, le classique, et l'étiquette cuivrée, la double distillation. Alors, vous allez voir, toutes les étiquettes sont en anglais. Bon, parce que voilà, l'île Maurice, on a choisi la langue anglaise, justement, et donc toutes les étiquettes, toutes les législations sont faites en anglais. Donc c'est pour ça que vous allez voir sur les bouteilles, tout est en anglais. Donc le premier qu'on a, le classique 42, c'est issu de la colonne de distillation. Donc après 6 mois de brassage, on va le sortir et il est mis en bouteille à 42. Donc c'est un rhum qui est vraiment parfumé, vraiment avec des arômes de pur jus. Là on va être sur de la canne fraîche, on va être sur le côté herbacé, côté vraiment terroir, vraiment puissant en bouche, avec de très beaux arômes, vraiment très frais. Donc idéalement pour faire des petits punch, c'est le rhum par excellence.
pour faire un bon petit punch. Bon, bien, comme je vous dis, moi je préfère à plus haut degré, mais bon, voilà, il est quand même très bien pour faire des petits punch et autres mélanges. Ensuite, il y a la double distillation. La double distillation va être un rhum un peu plus, on va dire, plus rond, plus souple, beaucoup plus d'arômes, on va dire, évolutifs, c'est-à-dire qu'il va être beaucoup plus sur la fraîcheur, il va être sur de la poire, il va être un petit peu sur le côté miel, le côté banane caramélisée, vraiment rond, vraiment doux en bouche. Moi j'aime bien quand je fais des masterclass ou quand je fais des dégustations, j'aime bien faire déguster les gens, surtout les femmes, quand je les fais déguster les deux et quand je leur dis pas qu'est-ce que je mets dans le verre, hein, la première ou la deuxième. Et très curieusement, les femmes elles préfèrent celui-là, la double distillation, parce qu'elle est beaucoup plus ronde, elle est beaucoup plus souple en bouche. Et quand je leur dis, à votre avis, il y en a un qui est à 44 et il y en a un qui est à 42, euh, presque à chaque fois, ils me disent que celui-là, il n'y a pas beaucoup d'alcool, c'est plus léger, ça passe bien, alors que c'est celui-là qui a plus d'alcool, 44 degrés contre 42 pour l'autre. Ok, bah bon, bah, comme quoi, il ne faut pas se fier juste au degré. Le produit en lui-même mérite d'être dégusté, mérite d'être découvert. Ok. Ensuite, une fois qu'on a ces deux rhums blancs de base, ben, on va commencer par faire quelques ambrés. Les rhums ambrés, le premier qu'on a, ça va être le Gold. Ok, c'est l'équivalent d'un rhum paille qui a été vieilli 18 mois en foudre. Là, pour répondre à la question, peut-être que je l'aurai, c'est des food qu'on a fait rentrer, qui étaient neufs, qui ont pas d'autres alcools. Donc voilà, ils sont restés 18 mois dans le food et après on les a sortis. Comme vous voyez, la couleur est très belle. Une belle couleur, on va dire hors paille, qui est excellent avec des arômes vraiment très fins. Donc vraiment très agréable à boire, à faire des daiquiris ou autres cocktails, quoi, planteur ou autre. Ensuite, on s'est amusé après avec dans la même gamme des ambrés à faire deux variantes parce que les gens voulaient un petit peu des choses différentes. Les hommes aimaient le gold, oui, c'est sûr, mais les femmes disaient, ben voilà, ça va faire un point. Ok. Ok. Bah, je viens de recevoir un petit message de mon ami Dean. Euh, voilà. Bah ouais, il y a un petit peu de poire dedans, oui, Dean, qu'est-ce que tu veux? C'est ce que je ressens, hein. Après, chacun il va de son avis, hein. Vous n'avez pas tous le même nez que moi, donc voilà. Je reviens aux ambrés. Donc on s'est amusé après avoir fait le goal à faire une version vanille et une version exotic spice. Voilà. Je vais vous expliquer un petit peu comment on les fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent des explications. Alors pour faire le vanille et le spice, c'est pas de la macération directement du début jusqu'à la fin avec de la vanille. Donc on est parti sur une base de rhum ambré, c'est-à-dire qu'il y a déjà 18 mois de vieillissement. On les a pris après les 18 mois de vieillissement, on les a passés dans une cuve avec de la vanille. Ok, pendant un mois et demi, voire 2 mois, avec des vraies gousses de vanille. Ok, donc on a fait ça pour avoir, si vous voulez, un petit côté, un finish de rhum blanc. Pas de rhum blanc, qu'est-ce que je dis? Excusez-moi parce que je lis les commentaires en même temps. Donc voilà. Donc, voyons, ok. Euh, Donc, je reviens à la vanille. Donc, rhum ambré, 18 mois de vieillissement. Ensuite, qu'on va repasser dans une cuve avec des vraies gousses de vanille pendant un mois et demi, voire 2 mois. Ok, ce qui fait que quand il va sortir le rhum, il aura quelques petites notes de vanille, mais vraiment qui va pas être pâteux en bouche, qui va pas vraiment vous embober la bouche. Ça va être vraiment dans la subtilité. Ok, ça va être très léger, ça va être très fin. Pour ceux qui l'ont goûté, ils vont savoir de quoi je parle.
Ça va être vraiment un rhum très gourmand, très, on va dire, qui se laisse boire très facilement. Ok. Ensuite, pour le spice, bah, sur le spice, on est parti sur la même base de rhum ambré, c'est-à-dire le Gold, 18 mois, qu'on a repassé pareil dans une cuve, mais avec des épices. Là, on est parti un petit peu sur des épices, on va dire qu'on utilise le plus couramment dans notre gastronomie locale mauricienne. Donc, il faut savoir que l'île Maurice, c'est un mélange de cultures. L'île Maurice, c'est un cocktail en lui-même parce qu'il y a des gens qui viennent de partout, d'Asie, d'Afrique, d'Inde, des Arabies et tout ça. Donc chacun est venu un petit peu avec ses épices, ses ingrédients dans la poche, quoi. Donc voilà. Et nous, on en a profité, on a pris les épices qui sont le plus couramment utilisées dans notre culture pour faire, ouais Jonathan, des épices grand-mère comme tu dis, donc pour faire ce exotic spice, voilà. Donc je vais dire les épices les plus dominants, ça va être un petit peu la cannelle, la badiane, un petit peu de la noix de muscade, laurier, un petit peu d'écorce d'orange, des choses comme ça, voilà. Après il y en a 7, hein, c'est 7 épices, un petit peu en référence à la terre aux 7 couleurs, hein, bah, voilà. Ça vous donnera de quoi cogiter un petit peu. C'est un rhum qui est vraiment excellent, qui est vraiment très parfumé avec ces épices-là, et qui se prête vraiment, quand vous l'ouvrez, dès que vous l'ouvrez au nez, vous avez une sensation un petit peu que c'est les fêtes, quoi. Parce que beaucoup de gens, dès qu'ils ouvrent la bouteille, me disent, ah bah, c'est comme si qu'on était un petit peu à Noël. Oui, justement, parce que ça rappelle un petit peu le pudding qu'on fait, le Christmas pudding. Et ça a ces arômes-là, le gingerbread. Ok. Donc, Exotic Spice à goûter. Oui, Arnaud, il faut goûter l'exotique si tu n'as pas goûté. Mais je pense que tu l'as déjà goûté, tu es déjà un fan de ça. D'accord. Donc voilà un petit peu pour les ambrés. Donc dans la gamme de Chamarel, ce qu'on fait, on a deux blancs, ensuite on a trois ambrés, le Gold, Exotic Vanille et Exotic Spice. Donc ça c'est pour la première partie, pour les ambrés. Ensuite, il y a une autre catégorie qui va être les vieux, les rhums vieux. Et là on va changer un petit peu de registre. Les rhums vieux, on va commencer avec le VS. Ok. Donc pareil, comme je l'ai dit, hein, c'est tout en anglais, quoique VS, c'est beaucoup plus, ça se rapproche beaucoup plus de ce qui se fait dans le cognac, l'armagnac, quoi. Voilà. VS, 3 ans d'âge minimum. 3 en le grand celui-ci, 3 à 4 ans de vieillissement en fût de chêne américain neuf. Ok. Pour la question qui viendra après. Donc c'est en fût de chêne américain neuf uniquement. Alors le rhum qui a été choisi pour le VS, c'est la classique. Classique, si vous avez suivi la classe, donc simple distillation en colonne. D'accord. On va le faire passer dans les fûts américains neufs, 3 voire 4 ans. Ensuite, voilà, il y aura une réduction et on va la sortir en bouteilles. C'est des bouteilles carrées pour les vieux, mais avec la mention VS. Ok. Là, vous aurez quelques petites notes de vanille, un petit peu vanille, coco, épicé, et en fin de bouche, vraiment en fin de bouche, un petit côté fumé qui va revenir. Ça, c'est du fait que on a demandé à avoir une chauffe spéciale sur nos flux. Donc voilà, c'est la particularité pour nous de travailler avec notre tonnelier et de demander des choses spécifiques et de travailler avec des fûts neufs aussi. Voilà. C'est pas des ex-feux de Bourbon, si jamais la question se pose. Non, c'est des fûts neufs américains. Fûts de chêne américain. Voilà. Ensuite, on va continuer avec le VSOP. Very Special Old Person Only. Non, je plaisante, c'est pas que pour les vieux, c'est Very Special Old Pale. Je prends le classique pour un vieillissement et tu me conseilles quoi pour un finish? Ok, bah je prends une classique pour un vieillissement et tu me conseilles quoi pour un finish? Alors, finish là, ça.
ça dépend, hein, ça dépend ce que tu as, quel fût tu as, tu veux le faire en fût, tu veux, je sais pas, dans quoi tu veux le faire. Moi, j'aime bien tout ce qui est whisky, donc voilà, par défaut, je t'aurais dit whisky, fût de whisky, et après, si tu as l'occasion de prendre classique, oui, si c'est ce que tu as, mais sinon, si tu as de la double distillation, ça devrait être très intéressant aussi. Voilà. Donc pour en revenir à la VSOP, c'est 5 ans d'âge minimum, 4 à 5 ans d'âge minimum. Donc là, on va être sur un blend, c'est-à-dire que ça va être un assemblage des deux rhums, la simple et la double distillation. Ok, on va faire un vieillissement chacun de leur côté, chacun dans un fût différent. La simple distillation, elle va aller en fût de chêne américain, toujours. Et la double distillation, elle va aller en fût de chêne français, neuf. Ok. Et au bout de 4 voire 5 ans, on va sélectionner les fûts qui sont prêts, qu'on jugera prêts, et on va faire l'assemblage pour devenir la VSOP que vous allez retrouver en bouteille. D'accord. Alors les proportions, c'est pas du 50-50, c'est une recette propre à nous, qu'Olivier a le secret. Donc, mais c'est pas 50-50, il y a une petite variation qu'on garde pour nous. Voilà. Et c'est issu d'un assemblage, en tout cas c'est à retenir pour la VSOP, c'est un assemblage, c'est pas un single comme le VS. Ok. Ensuite, dans la gamme des vieux, on va passer au dernier, qui va être le XO, Extra Old, 6 ans de vieillissement minimum. Là, par contre, on va venir apporter un peu plus de complexité. À travers une finition. Pour ça, je te recommanderais, Laurent, si tu l'as encore, parce que nous, il n'y en a plus à la distillerie, d'essayer notre finish. Comment ça s'appelle? Single malt. Notre finish single malt, si tu as l'occasion de le goûter, tu auras un aperçu de voilà, qu'est-ce que va être un rhum finish dans un whisky, ou les autres, hein, ce que tu peux avoir. Mais moi, il n'y a que ça qui me vient en tête pour le moment. Donc le XO, je disais, c'est un assemblage des deux, simple distillation et double distillation. Par contre, là, on est venu jouer un petit peu avec les fûts de vieillissement. Ça va être principalement des fûts de chêne européens. Ok. Quand je dis européen, c'est pas que du français. Mais c'est des fûts de chêne européens. Donc la simple distillation et la double distillation vont aller uniquement dans les fûts de chêne européens. 6 voire plus, et au bout de 6 ans on va décider de faire un assemblage avec des proportions bien à nous, pour arriver à notre XO, qui va être allez, bon, dans les grandes lignes, à peu près 70% de simple distillation, 30% de double distillation. Mais sur la double distillation, il y a 20%, on va dire, en fût de chêne européen, et 10% qui reste, ça va être un mélange de ex-fût de cognac, ex-fût de vin, pour compléter un petit peu voilà, la complexité, la rondeur et la profondeur du XO qu'on a. Donc à savoir que sur le XO, ça va être des notes vraiment beaucoup plus puissantes. On va aller chercher là les notes de fruits confits, un petit peu confiturés, mais très ronds, très souples, qui se laissent boire très facilement. Pour ceux qui ont l'occasion de le goûter comme Grégory, je pense que tu es un fan de ça, tu as l'habitude de boire. Voilà, tu confirmeras sur mes dires sur, sur le XO. Voilà. Et bon, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il y a aussi les single barrel. On a sorti en 2015, si je ne me trompe, single barrel 2008.
Ok, fou. Je te dirai à la fin, Vincent. Euh, oui, on a sorti les single barrels. Single barrel, c'était parti d'une idée de, euh, d'utiliser la meilleure parcelle qu'on peut avoir sur nos terres et d'en faire un rhum presque unique, c'est-à-dire cette parcelle-là, on va la récolter, on va récupérer le jus, on va faire une fermentation spéciale sur celui-là et on va faire uniquement une double distillation avec. On va pas faire de simple distillation, on va faire uniquement une double distillation en alambic et on va le mettre dans un fût pendant 6 voire 8 ans. Ok, on avait commencé avec un 6 ans et au bout de 6 ans on l'a sorti le 2008 et, parce qu'on le trouvait vraiment abouti, on le trouvait vraiment intéressant. Donc après on a eu d'autres éditions, le 2008, le 2009, le 2010, on est revenu au 2010 deuxième batch, 2009 deuxième batch, suivant les années. Mais ça part du principe que c'est pas un blend, ça vient de la même parcelle. On essaie de garder, si vous voulez, un esprit sur cette ligne de single barrel, mais qui varie d'année en année. Pourquoi? Parce que voilà, il y a une évolution de la canne. Euh, Chaque année, bah, ça se passe un petit peu différemment pour la récolte et tout. Donc voilà, mais ceux qui sont amateurs de single barrel, bah, ils comprendront. Et on essaie de faire vraiment le plus simple possible. C'est-à-dire qu'une fois la double distillation, on va le mettre en fût, on va le laisser dans le fût pendant les 6 ou 8 ans à venir et essayer pas de le bouger. Et surtout pas quand on le sort du fût, très peu de dilution. Sur les derniers single barrels qu'on a eu, je crois que le maximum de dilution qu'on a eu, c'est 2 voire 3% de dilution, même pas, pour le ramener, parce qu'il était quoi? Il était à 48, 49, on l'a ramené à 45. Tous les single barrels sont à 45, on les sort à 45, pourquoi? Parce que on trouve qu'à 45, bah, c'est agréable, c'est facile à boire pour tout le monde, et c'est intéressant aussi. Bah, comme je vous ai dit, les Mauriciens, c'est pas encore ça, les High East, les Very Overproof, c'est pas encore ça. Mais à 45, bah voilà, ça se laisse boire, c'est intéressant. Donc voilà. Et ensuite, wow, un très Bruno. Mais une fois de plus, je constate que les Fusion américain est omniprésent. Alors, omniprésent, pas tant que ça, parce qu'on vient de commencer à l'utiliser, les Fusion américains. Si ma mémoire est bonne, sauf correction d'Olivier, ça fait 5-6 ans qu'on utilise les Fusion américains. Mais on n'est pas parti sur les Fusion américains qui ont déjà été servis, c'est des fûts neufs. C'est du chêne blanc d'Amérique que notre tonnelier nous a fait des fûts neufs. Voilà, il n'y a pas de bourbon dedans. Voilà un petit peu. C'est un 8 mois. Fût, chêne français, chêne ouais, 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 je suis d'accord. C'est comme j'ai dit, c'est les fûts de chêne américains typé sapin. Plus le côté vanillé, oui, c'est tout à fait ça. Bah, c'était un choix, on voulait essayer quelque chose de différent. L'Amérique, par rapport à l'île Maurice, c'est assez loin, donc on n'a pas les mêmes facilités qu'en Martinique ou en Guadeloupe d'avoir des fûts de chêne américains à disposition plus facilement. Ça nous coûte beaucoup plus cher. Donc voilà. Euh, on aura plus de vanille, mais il faudra rajouter du sapin. Non, on va rajouter du sapin. Du sapin, non, pas forcément. Vincent, moi j'ai pas cette sensation-là. Quel cocktail avec Lolo qui me demande quel cocktail pour le chamarel vanille? Alors, le chamarel vanille, moi j'aime bien le faire en daiquiri aussi. Voilà, parce que tu as déjà bah, l'agrumes quand tu vas rajouter le citron et tout ça. J'aime aussi faire une petite variante avec la vanille à essayer. J'ai prévu de faire la vidéo dans la semaine, c'est de rajouter de la confiture de goyave. Ok, un daiquiri,
normal, mais tu rajoutes de la confiture de goyave avec le rhum vanille. Donc c'est excellent. Je l'avais essayé l'année dernière, je crois que je l'avais essayé à Berlin. J'avais fait. C'est très intéressant. C'est un cocktail qui se laisse boire très frais. Et comme là, ça va être la saison des goyaves, malheureusement, on ne peut pas aller les cueillir. On est tous confinés à la maison. Mais une fois que j'aurai la permission de sortir, ouais, c'est sûr que j'irai prendre des goyaves, faire une bonne purée comme ma grand-mère le faisait. Et voilà, faire un bon petit daiquiri goyave avec le rhum vanille. Voilà. Euh, Sinon, quoi d'autre? Oui, j'ai parlé des single barrels. On va passer maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les finishes. On s'est lancé dans les finishes un petit peu avec la demande parce que bon, au départ, nous, c'était faire du rhum pur comme ça, dans la tradition, dans le style chamarel. Donc, on est, bon, suite aux demandes, on a décidé de faire des finitions. Mais des finitions, on a voulu le faire un petit peu à notre façon. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris du chamarel, on l'a passé directement dans le fût de cognac euh, ou autre sauterne ou autre dès le départ. Non, on est parti sur une base de rhum vieux, c'est-à-dire on est parti sur une base de XO. Notre XO, une fois qu'on a déjà fait complet, faire l'assemblage de notre XO, avant de le réduire, on va prendre une petite partie et on va le repasser dans un autre fût. Les premiers finishes qu'on avait fait, on avait fait du moscatel, on avait fait du sauterne, on avait fait du single malt. Ok, c'est les premiers finishes que Chamarel nous avons sortis il y a 3 ans maintenant. Donc c'était les 3 premiers et on avait voulu le faire comme ça, c'est-à-dire faire une base de vieux et le repasser dans un fût pour vraiment faire un finish. Du moins c'est comme ça que nous on définit un finish. Ok, on l'a laissé dedans pendant 1 an. Donc, et au final, quand ils sont sortis, bah, on avait la finition qu'on voulait. En l'occurrence, pour le Sauterne, tu avais les notes de Sauterne, tu avais cette rondeur, tu avais cette onctuosité et ce côté Sauterne qui ressortait, mais en gardant, on va dire, euh, un nombril rhum. Voilà. Tu te demandes quand tu le prends, tu te dis ah ouais c'est super, c'est bien, c'est rond, je veux pas utiliser le mot doux pour pas que ça rapproche du sucré, mais c'est bien mielleux en bouche, mais après quand même en fin de bouche, bah tiens ça rappelle que c'est du rhum, voilà. Même chose pour le moscatel et même chose pour le whisky. D'ailleurs il n'en reste plus. C'est ce qui a été c'est ce qui a cartonné le plus le single malt parce que les Mauriciens qui aimaient le whisky, ben, quand ils buvaient le single malt, ils se retrouvaient. Ils avaient l'impression que c'était un whisky, mais en fin de bouche, ben, ça rappelait toujours que c'était un rhum. Voilà. Donc c'est ça, c'est d'où l'intérêt de travailler comme ça. Nous, c'est comme ça qu'on aime le faire. C'est les finishes qu'on fait. Aujourd'hui, l'année dernière, on a sorti 3 autres finishes avec un peu plus de vieillissement. On est parti sur la même base de XO, 6 ans, 6 voire 7 ans de vieillissement, l'assemblage XO. Ensuite, on a laissé 2 ans dans le fût, c'est-à-dire 2 années de plus. La première édition a été 1 année de plus et la deuxième édition, on a fait 2 années de plus. Donc, et là, on s'est retrouvé vraiment à avoir vraiment, parce que c'était les mêmes fûts. La première fois, il y avait un petit fond dedans, donc c'est peut-être ça qui a permis l'accélération, les 1 an ont suffi, mais sur la deuxième édition, il a fallu faire 2 ans vraiment pour vraiment retrouver les saveurs des finishes. Donc la deuxième sélection, on a fait cognac, on a fait sauterne, mais 2 ans de plus, et on a fait Perro Jiménez. Voilà. Ça c'est la deuxième vague de finish qu'on a sorti l'année dernière. On a aussi, pour cette année, on a des finishes qui sont prévus, qu'on va goûter là avec Olivier une fois le confinement terminé. Et on va décider qu'est-ce qu'on va faire. On va peut-être en sortir 2, peut-être 3 encore, on va voir. Ceux qui sont prêts, du moins, on va les goûter avec Olivier et avec les autres pour savoir
qui sont les meilleurs qui sont au poids. Pour sortir, oui, Benoît, pour répondre à ta question, il y aura des finishes qui vont sortir, mais on n'a pas encore décidé quels vont être ces finishes. J'ai mes préférences, mais il faudra voir avec Olivier si ça rejoint son avis. Mais ce sera très intéressant. Les finishes qu'on va sortir, franchement, ça va être vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Déjà, il y en a un en particulier que je voulais sortir l'année dernière, que j'avais demandé à Olivier. Il m'a dit non, c'est pas encore prêt, on le laisse encore un peu. J'espère qu'il va le sortir cette année. Je peux pas vraiment vous dire ce que c'est. Bon, on va voir avec Olivier. On va voir. Aussitôt le confinement terminé, on va les goûter et on vous fera savoir qu'est-ce qu'on lance. Ceci dit, il faut voir aussi, hein, dès que ça se termine ce confinement, jusqu'à quand que ça va durer. Parce que voilà, on était parti pour 2 semaines, là on a rajouté 2 semaines, et j'espère que ça va être bon, ça va être là. Parce que franchement, rester à la maison c'est top, mais bon. Je préférerais aller sortir un peu, quoi. Voilà. Donc voilà un petit peu. Aussi, je pense que j'ai fait le tour. Il y a un petit dernier que je voulais vous présenter. Je gardais ça vraiment pour la fin. Donc là, hop là 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 là. Voilà. Ça, je voulais vous le présenter en dernier. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la cuvée anniversaire des 10 ans de Chamarel. D'accord? Donc, cette bouteille, j'ai la chance de l'avoir. C'était mon cadeau de fin d'année qu'Olivier m'a gentiment offert. Donc là, c'est la première cuvée qu'on avait mis en fût à Chamarel en 2008. Ok, 2008-2018, donc on l'a sorti et on l'a réduit. Gianni, you know what I'm talking about because you tasted that. Tu sais de quoi je parle parce qu'il a goûté lors de son dernier voyage à Maurice, Gianni. Donc voilà. Donc ça c'est un petit coup de cœur. Je ne l'ai pas encore ouverte. Je vais la garder. C'est les 10 ans de Chamarel. Voilà, nos premières 10 ans qu'on a fêté, le premier rhum qu'on avait mis en fût. Et donc on l'a sorti l'année dernière. Pratiquement pas de réduction. Donc on l'a sorti à 45. Et franchement, il vaut largement. Il reste dans la signature de Chamarel, c'est-à-dire un rhum très net, très propre, très bien, ouais, magnifique. Donc franchement, c'est quelque chose pour les amateurs, pour les puristes. Ils vont se faire plaisir sur celui-là. Malheureusement, ne me demandez pas les bouteilles où est-ce qu'ils sont disponibles, uniquement à la distillerie. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 500 bouteilles, on n'a fait que 500 bouteilles et si je ne me trompe pas, je pense qu'on a vendu plus d'une centaine de bouteilles, ou presque une centaine. Elles sont toutes numérotées. Ok, elles sont toutes numérotées de 1 à 50. Il y a pas mal de numéros qui sont déjà partis. Moi j'ai la chance d'avoir une bouteille, allons dire, privée, qu'Olivier nous a offert pour ceux qui travaillent à la distillerie. Olivier et Junior, ils nous ont offert la bouteille, merci à eux. Et est-il possible chez Dugas, je suis caviste? Non, pas celui-là. Oui, avec Dugas, tu auras Bruno la gamme Chamarel. Tu as même les finishes, parce que l'année dernière, j'ai fait goûter à Monsieur Dugas les finishes et il était séduit, et même Bruno était séduit par les finishes. Je les avais présentés l'année dernière pour ceux qui ont eu l'occasion de le goûter au Rumfest. J'avais présenté les finishes, ils les ont commandés, ils les ont, il faut juste que tu passes commande. Je sais que certains de mes amis cavistes l'ont aussi en France, notamment comment s'appelle, Freddy, la boutique à Rome, Freddy Lucina, il a les finishes, il a même la première de 2000, le single barrel de 2008 aussi, il a. Christian aussi, là, Christian de Montaguer, et il a quelques finishes. Et ensuite, qui sait qu'il y a encore sur la métropole, je connais
c'est les caves où je me rends régulièrement. Auger aussi, je pense qu'ils ont chez Auger. Mes amis là-bas, j'en profite pour leur faire un coucou. Fred aussi et Christian aussi. Voilà, un petit peu pour la gamme Chamarel. Un petit peu, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'on peut avoir à Chamarel. On va. Je t'envoie mon adresse. Ouais, François, tu envoies l'adresse pour. Qu'est-ce que tu veux? Il faudra que tu me précises qu'est-ce que tu veux. Parce que je sais pas si je vais revenir en France là, du moins pas tout de suite. Mais après, oui, je t'enverrai les adresses et avec grand plaisir pour que tu arrives à trouver la gamme qu'il te faut, du moins le rhum qu'il te faut, que tu souhaites avoir en France. Voilà. Oui, il y a aussi en France, il y a une édition qui est sortie. Je, enfin, on a sorti pour l'export. Donc, il y a l'étiquette bleue. Chamarel, l'étiquette bleue, c'est du 52. C'est du classique, toujours issu de la colonne de distillation, à 52 seulement. Voilà. C'est le seul, on va dire, au-dessus de 50 qu'on fait, et qui est disponible uniquement à l'export. Voilà. Et on peut revenir sur Chamarel et le IB. Alors, IB, faut juste que tu me précises, Vincent, c'est quoi? Et je répondrai sur quoi exactement, il n'y a pas de souci, pas de problème. Et voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la question. J'ai fait le tour de Chamarel, je pense, tout en restant à la maison. Et ben voilà, si vous avez d'autres questions, les amis, merci beaucoup. Euh, Guada Madine. Bon, Guada ou Madina, c'est quoi? Ah, Independent Bottle. Ok. Oui, oui, oui. Je t'avais promis les embouteilleurs indépendants. Alors, Chamarel, il faut savoir oui, le rêve le plus fou aussi, ouais. Alors, pour les embouteilleurs indépendants, Chamarel, tout est fait au domaine. C'est-à-dire que toute la production, il passe en embouteille chez nous, pratiquement tout. Il y a quelques indépendants avec lesquels on va avoir des partenariats, on va travailler avec eux, notamment en grande ligne, il y a Vélier, bien sûr, qu'on a fait. Avec Dugas, on a fait un partenariat, on leur a fait une sélection pour la Maison du Rhum. Ils ont pris une deuxième édition. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait encore? On a travaillé avec quelques amis japonais, on a fait une petite cuvée pour eux. Mais c'est vraiment limite. On n'en a déjà pas assez pour nous, mais on fait vraiment quelque chose avec quelques partenaires, mais c'est vraiment parce on fait le, on recherche quoi. On va dire ça comme ça. On travaille, oui, sur des demandes, sur des choses bien spécifiques, mais c'est principalement sur ce qu'on a déjà. C'est-à-dire qu'on va pas aller faire des vieillissements vraiment exceptionnels ou autre chose ou différent de ce qu'on fait déjà. On va proposer ce qu'on a. Si ça rentre dans ce qu'ils recherchent, ben voilà, on peut arriver, s'il y a de la disponibilité, s'il y a du stock, on peut arriver à trouver un terrain d'entente. Mais voilà, c'est pas vraiment ce qu'on fait le plus courant, quoi. Voilà. Independent Bottlers, ça c'est pour la question. Le rêve le plus fou, je sais pas, j'en ai plein, hein, j'en ai plein des rêves fous, des choses que j'aimerais faire dans les prochaines 5 ans. Déjà, je pense que je les réalise petit à petit. Depuis que je suis rentré à Chamarel, il y a pas mal de choses fous que j'ai fait. Déjà, les cocktails, les soirées et autres, machin. Donc voilà, je suis comme ça, je prends, je prends le train en marche comme ça. Et après, j'essaie de faire au jour le jour, quoi. Mais un de mes rêves les plus fous, c'est de faire une cuvée avec Olivier vraiment particulière, quelque chose de personnel, mais
Bon, je ne me presse pas, c'est quelque chose qui viendra en son temps. J'apprends, je continue à découvrir les rhums. Je suis tombé dedans vraiment, vraiment dans le fût il y a 5 ans, quoi. Parce qu'auparavant, moi, j'étais hôtelier. J'ai fait 16 années d'hôtellerie active. Donc voilà, j'ai une profonde connaissance pour les hôtels, les spiritueux en général. Mais le rhum, je découvre, j'apprends, je découvre les choses là, sur le moment. Et ensuite, mon rêve fou aussi, ce serait pour l'île Maurice, quoi, de faire découvrir encore plus les rhums qu'on a, tout dans la diversité, pas que Chamarel, hein. Les gens qui me connaissent, ils savent très bien. Moi, je suis très à l'aise avec les autres rhummiers, hein. Il y a pas de chichi. Moi, je suis très ouvert. Je déguste autre chose, je leur donne mon avis, je reçois leurs avis aussi. Je suis pas concentré dans une bulle ou quoi que ce soit, mais au niveau des rangs blancs de l'île Maurice, je vais dire aujourd'hui, on travaille de concert pour avancer, pour que l'île Maurice, on n'a pas comme la Martinique ou les autres pays qui sont là depuis beaucoup plus longtemps, hein, disons-le comme ça, une AOC, une IG ou des choses comme ça. On n'a pas ça ici à Maurice. Donc oui, ce serait bien de l'avoir. Moi, mon rêve, ce serait que voilà, on ait cette notoriété, ou du moins on ait cette reconnaissance de la part du monde du Rhum, qu'on fait quelque chose de bien, qu'on fait quelque chose de qualitatif, et que voilà, on a notre place voilà, parmi les Roms du monde, quoi. Voilà. Et voilà, si c'était un rêve fou, ce serait vraiment, oui, de pouvoir contribuer, de pouvoir travailler à ça avec mes autres collègues, mes autres confrères, d'arriver à faire quelque chose commun, uni, comme on dit à Maurice ici, tous ensemble. Donc d'arriver à faire reconnaître le rhum mauricien encore plus. Voilà. Je trouve qu'on fait un très bon travail, nous, déjà, tous les ambassadeurs de rhum à l'île Maurice, de faire découvrir notre produit. Et ben voilà, que ça continue, quoi. Voilà, un petit peu. Voilà, ça répond un petit peu. Ah oui, excuse-moi François, je suis pas très très fort dans tous les abréviations. Martinique ou Guadeloupe. Alors oui, franchement, j'en ai goûté pas mal, des rhums de Martinique et de Guadeloupe. Et mon préféré, c'est Rhum Rhum. C'est un des rhums que j'ai goûté quand je venais de commencer. Et franchement, celui-là, il me plaît vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Rhum Rhum de chez Biel, Vélier qui le fait. Ça, c'est mon gros coup de cœur. En deuxième, je mettrais La Perle à 1710. Donc pareil, c'est un rhum que j'adore, que je trouve qui représente un petit peu le produit que nous on fait déjà pour l'équivalent de notre double distillation. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'adore aussi les rhums jamaïcains. Un petit peu ce que fait Hamden ou Avi Park. Un petit clin d'œil à mon frère Zan, donc et à Christelle de, pour la Jamaïque. Donc oui, mais moi j'aime découvrir. Tous les rhums, je les déguste. Franchement, j'aime découvrir, j'aime savoir. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'intéressant. Chaque rhum aura une histoire à raconter différente. Et selon le moment où on va le déguster avec la personne qu'on va le déguster aussi, bah, l'aventure ne peut être que différente, que plus belle. Voilà. Clause de confidentialité sur ce que vous venez aux Européens. Ça représente beaucoup. Non, les indépendants, on en fait vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Voilà un petit peu. Question difficile. Quel est ton rhum qui t'a le plus marqué à ce jour? Alors, le rhum qui m'a le plus marqué à ce jour que j'ai dégusté. Franchement, je découvre à chaque fois de belles éditions, des rhums d'exception.
voilà, il y en a pas un qui m'a plus fait plus envie que d'autres, mis à part celui que je viens de citer, Biel ou La Perle, c'est mes préférés, on va dire. Mais franchement, pour le moment, pas encore. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. C'est qui me l'avait posé? Bruno, ouais, voilà. C'était pour moi une belle découverte de la gamme. Oui, merci Vincent. Oui, Marc, sur la Belgique, oui. Coucou à Marc Michel aussi, et à Bruno et à John de la Belgique. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, en ce moment même. Ah, Jérémy Roger. Ouais, bah écoute, moi j'ai parlé, j'ai oublié de me rincer la gorge, donc voilà. C'est un petit VS, hein. Michel Allais et son préféré. Mathilde. Ouais, c'est ça. Très intéressant, ça donne envie de découvrir la gamme. Félicitations. Pas évident. Euh, Thomas, avec grand plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de passer un petit moment de confinement avec vous. Oui, Vincent, Marc de Potter, j'allais oublier, grand ami de la Belgique. Merci beaucoup, Marc, qui sait que j'aime la bière aussi, donc il m'avait offert des shops de bière à ramener à Maurice. Malheureusement, il en reste plus. Il faudra voir prochaine visite en Belgique ou si quelqu'un revient de la Belgique. Donc vous savez maintenant, à défaut de me ramener du rhum qui n'est pas en Belgique, vous ramener de la bière, on fera un échange. Donc voilà. C'est quoi mon vin préféré, Jeff? Oui, c'est Jeff, hein, comme d'habitude. Alors, je vais quand même lui répondre, Jeff, mon vin préféré. Et tiens, je vais te montrer la bouteille. 2 secondes. Comme ça, tu me diras si tu l'as à la maison, toi. Dean le sait, qu'est-ce que j'ai? Voilà. Alors, Jeff, voilà, ça c'est pour toi. Hannibal 2010 de l'Afrique du Sud. Bouchard Finlayson. Voilà mon vin préféré. J'ai la chance qu'il soit distribué ici. Et voilà, ça c'est mon coup de cœur côté vin du Nouveau Monde. Euh, c'est un vin que j'adore. C'est un vin que j'ai découvert lors l'une de mes visites en Afrique du Sud et je suis tombé amoureux de ça. Bouchard Finlayson, Hannibal, vraiment un petit vin d'exception. Voilà, la parenthèse pour toi, Jeff, pour les vins. Mais voilà. Et toi, c'est quoi ton rhum préféré? Ne me dis pas que c'est du Chamarel, hein. Voilà. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Pourquoi tu conseilles aux confrères de visiter Maurice? Ah oui, Mathilde, pourquoi je conseille de visiter Maurice? Parce que déjà, il y a moi, à Maurice. Non, je plaisante. Non, mais l'île Maurice en lui-même, c'est une île magique, quoi. C'est une île paradisiaque, comme on dit. Il y a le soleil, il y a le beau temps, et ça donne que envie. Une fois qu'on y vient, qu'on passe un petit moment sur l'île, tout est génial, quoi. Les gens sont vraiment sympas, il y a vraiment des choses intéressantes à découvrir. Il n'y a pas que les plages, elles sont belles. Bah, il y en a partout. Les plages de l'île Maurice sont vraiment très belles, lagons et tout ça, tout ce que tu veux. Mais après, moi, ce que je trouve de plus extraordinaire qu'il y a à Maurice, c'est les gens. Euh, C'est-à-dire que partout où tu passes, où que tu vas, tu auras toujours quelqu'un qui va t'aborder avec un sourire, qui va te demander si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de quelque chose. Les Mauriciens sont comme ça. Ils vont essayer de t'aider. Peu importe là où tu te trouves, tu te perds.
ça peut arriver, hein, tu te perds à Maurice, mais tu trouveras toujours quelqu'un qui t'indiquera ton chemin, et puis voilà, quoi. Oui, tous les fans de Ludo, ramenez-lui de la bière. Merci Mathilde. Non, j'aime bien pour décompresser, on va dire, une bière. Quand il faut réfléchir, là on prend un rhum et là on cogite sérieusement, on va dire. Ouais, la bière c'est plus pour se détendre. Voilà. Voilà. J'espère que ça répond à la question, Mathilde, pourquoi visiter Maurice. Faut venir chez nous en Angleterre. L'Angleterre, j'ai pas encore fait. Euh, je sais pas, peut-être plus tard. Je sais pas, la vie, on a toute la vie devant nous, hein. On sait pas, peut-être un jour en Angleterre, je verrai. Ça me plairait bien de visiter les distilleries pour les whisky et autres, machin. J'adore les whisky aussi. Tout ce qui est ce côté distillation, vieillissement aussi, c'est super intéressant à découvrir. Oui, l'Angleterre, pourquoi pas. Bah, je le ferai, on verra. Voilà. Donc, je pense que on a fait le tour, hein. 1h30, 1h20, j'espère que vous vous ennuyez pas de moi. Et voilà, si vous avez d'autres questions encore, je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Qualitatif depuis quelques années, bonne continuation. Merci Laurent, merci. Je sais que le travail est long et pénible, mais comme je l'ai dit, on travaille de concert, même si chacun travaille pour sa distillerie, mais il y a des points qui sont essentiels sur lesquels il faut qu'on s'assoie tous autour d'une table et qu'on puisse avancer, quoi. Voilà. Notamment là, dans ces moments difficiles, c'est là où je trouve qu'on, qu'on est solidaire. Voilà. Faut pas penser que l'île Maurice est très petit. Comme Dean l'a dit, on n'a que 6 distilleries qui fonctionnent. C'est pas toujours évident, mais voilà. Solveig, when in English? Okay, I will try to do another one in English one of these days. I will sort that out with you afterwards. We can see. Make an English version for many of my friends who are watching as well. Ouais, we can see that. Benoît, ben merci à toi Benoît de m'avoir invité, de m'avoir laissé partager un petit moment chamarel avec tout le monde en cette période de confinement. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a pu répondre à certaines de vos questions. Puis voilà, je vais vous dire de plus. Réponse et explication, top. Gianni, yes, definitely. I think we should do another one in English. I will say that afterwards. Il y a pas mal de gens, je sais, qui me suivent, qui sont anglophones. Je vais essayer de faire ça en anglais. I will try to do that in English. We will see another time. Sur ce, merci. Stéphane, ça va? Vive l'île Maurice, oui, vive l'île Maurice. Voilà. Jérôme Ardès, comment ça va? Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours me contacter. Je suis toujours joignable Facebook, Instagram, Messenger, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui me connaissent, j'essaie de faire au mieux de répondre à toutes les questions qui me sont posées, toutes les informations utiles à vous. N'hésitez pas. Merci. Jerry, ça va? Santé? Michel. Ok. Sur ce, les amis, merci. Bon confinement à vous. Prenez soin de vous. Surtout buvez du rhum. À ce qui paraît, c'est le seul remède qu'on ait pu trouver jusqu'à présent pour le corona. Du bon rhum. Rhum Fest Paris. Je sais pas, Mathilde, je sais pas. Encore trop tôt pour le dire si on va faire le Rumfest ou pas. Il faudra déjà qu'on passe ce cap de confinement. Rumfest Bordeaux, pareil, trop tôt. Trop tôt, tout a été chamboulé et tout. Je sais pas.
on verra. Les semaines qui suivent, les mois qui suivent nous diront où est-ce qu'on en est. Parce que déjà, il faudra relancer la machine aussi, parce que là, 4 semaines à pas travailler, la distillerie a du boulot à faire. Et donc, on verra. Ouais. Au passage, si tu passes, coucou. Et j'ai une photo de toi que je vais t'envoyer tout à l'heure. Envoie-moi un petit message sur WhatsApp parce que j'ai perdu ton numéro. J'ai une belle photo de toi que je vais t'envoyer et tu me diras de quand est-ce que ça date. J'ai retrouvé ça dans mes archives. Voilà. Donc, sinon, salut, coucou à tout le monde. Portez-vous bien et buvez du rhum surtout, du chamarel bien sûr. Voilà. Ciao.